Un jeudi d'été ensoleillé, le journal fut déposé devant le portail à 6h30, comme tous les jours. À 7h, sa femme trouva le silence étrange. Paolo n'était pas encore parti le chercher, et le bruit de la porte qu'il ouvrait et la fermait d'habitude ne s'était pas fait entendre. À 7h30, bien réveillée et avec cette étrange sensation qui l'envahissait, elle alla dans la chambre et constata qu'il n'était pas dans le lit. Les couvertures étaient jetées de côté, comme s'il s'était levé pendant la nuit. Elle chercha dans la maison en l'appelant. Le bureau, au fond, était vide, la chaise repoussée comme s'il était parti précipitamment. La salle de bain était vide, elle aussi. Le salon, la cuisine, toutes les pièces étaient vides. Elle regarda par la fenêtre et vit le journal toujours plié, intact, appuyé contre le portail, exactement là où le livreur l'avait laissé. Elle prit son portable et composa son numéro. Elle entendit le téléphone sonner à l'intérieur, sur la table de la cuisine, vibrant, à côté de ses clés de voiture et de son portefeuille. La journée s'écoula, le journal intact à l'entrée, jauni par le soleil ardent de l'été. L'absence de Paolo commença à peser plus lourd que tous les mots qu'il aurait pu taire. Un mystère que personne ne parvenait à percer, car il avait tout simplement disparu de sa propre maison sans rien emporter, sans ouvrir aucune porte, sans laisser la moindre trace. Il avait 55 ans et travaillait comme comptable indépendant dans le bureau qu'il avait aménagé au fond de sa maison il y a plus de 15 ans. C'était une pièce séparée, avec une entrée indépendante donnant sur le jardin, où il recevait ses clients, préparait les déclarations de revenus et gérait la comptabilité des petits commerces du quartier. Il appréciait de travailler à domicile, car cela lui permettait de gagner du temps sur les trajets et d'être plus proche de sa famille. Il était marié à la même femme depuis 30 ans. Leur mariage, comme toute relation de longue durée, avait connu des hauts et des bas, mais semblait solide et stable. Il était père de 2 filles adultes qui vivaient dans d'autres villes pour leur travail, mais avec lesquelles il gardait un contact régulier par téléphone et en visioconférence. La maison était confortable, dans un quartier résidentiel calme, avec un grand jardin et un garage pour 2 voitures. Paolo avait une routine tranquille et immuable que sa femme connaissait par cœur. Chaque matin, à 6h30, précise, il sortait en pantoufles jusqu'au portail pour récupérer le journal que le livreur y avait déposé. Qu'il pleuve, qu'il fasse froid, ou que ce soit le week-end, peu importait. Il allait toujours chercher le journal à cette heure-là. De retour à la maison, il préparait un café, s'installait à la table de la cuisine et passait une 40aine de minutes à lire les nouvelles, en commençant par la rubrique économique, puis la politique, et enfin les sports. Sa femme se réveillait, naturellement au bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se refermait lorsqu'il partait chercher le journal. C'était le signal que la journée commençait, que tout était normal, que la routine suivait son cours. Après le café et le journal, il allait au bureau travailler. Il y passait la journée à s'occuper des clients, à passer des appels, à rédiger des rapports. Il s'arrêtait déjeuner avec sa femme à midi, retournait au bureau et travaillait jusqu'à environ 19h. C'était une vie prévisible, sans grand attrait, mais confortable et stable. Si ce type d'histoire muette vous captive, abonnez-vous à la chaîne. Ces dernières semaines, cependant, Paolo a commencé à manifester des changements inquiétants que sa femme a remarqués, mais sans savoir comment réagir. Il semblait différent, plus tendu, plus renfermé. Il passait des heures enfermé dans son bureau, sans répondre au téléphone, même lorsqu'elle frappait à la porte en disant qu'un client essayait de le joindre. Il disait être occupé, qu'il rappellerait plus tard, mais souvent il ne le faisait pas. Les clients ont commencé à se plaindre auprès d'elle lorsqu'ils la croisaient au marché ou dans la rue, disant que Paolo ne rappelait pas, qu'ils avaient besoin de documents urgents, qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Elle lui rapportait les plaintes, et il se contentait de dire qu'il allait régler le problème, qu'il était en retard mais qu'il rattraperait son retard. Paolo a également commencé à très peu manger. Avant, il avait un bon appétit, se resservait et complimentait sa femme sur sa cuisine. Maintenant, il touchait à peine à son assiette, repoussant les aliments d'un côté à l'autre avec sa fourchette, et se levait de table en laissant presque tout intact. Il a visiblement maigri en quelques semaines. Son visage s'était amaigri, et ses vêtements étaient devenus trop grands. Inquiète, elle lui demandait s'il était malade, s'il avait besoin de consulter un médecin. Il répondait que non, qu'il allait bien, que c'était juste le stress du travail. Il dormait mal, se réveillant au milieu de la nuit et s'asseyant au bord du lit, la tête entre les mains. Elle se réveillait elle aussi et lui demandait ce qui se passait. Il disait qu'il n'arrivait pas à dormir, que son esprit était constamment en ébullition. Certaines nuits,
Elle le trouvait dans son bureau au petit matin, assis dans le noir devant son ordinateur éteint, fixant l'écran noir. Quand elle lui demandait directement ce qui n'allait pas, ce qui le tourmentait ainsi, il détournait le regard et se contentait de dire que c'était des problèmes avec des clients, des questions fiscales compliquées, rien de grave, que ça passerait vite. Elle voulait le croire, car c'était l'explication qu'il donnait, mais au fond d'elle, elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il lui cachait. Son comportement était devenu encore plus étrange ces derniers jours. Paolo recevait des appels auxquels il répondait toujours à l'extérieur, dans le jardin, parlant à voix basse comme s'il ne voulait pas être entendu. Sa femme l'a remarqué, mais elle ne voulait pas paraître indiscrète, ni l'espionner. Il s'est mis à vérifier le courrier avec anxiété tous les jours, le ramassant avant elle et l'emportant au bureau. Quand elle lui demandait si quelque chose d'important était arrivé, il répondait que non, que ce n'était que des factures ordinaires. Il passait encore plus de temps au bureau, parfois jusqu'à minuit, voire 1h du matin, la lumière allumée et le bruit étouffé de ses allers-retours. Sa femme se couchait seule, se réveillait seule. Il ne venait se coucher qu'aux petites heures du matin. Elle a aussi remarqué qu'il buvait davantage. Elle a trouvé des bouteilles de whisky vides dans la poubelle du bureau, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, car il avait toujours consommé de l'alcool avec modération. Un jour, elle est entrée dans le bureau sans prévenir et l'a trouvé. Un verre à la main, les yeux rouges, des papiers éparpillés sur le bureau. Irrité par l'interruption, il lui a demandé de partir, prétextant avoir besoin d'intimité. Blessée, elle est partie, avec l'impression que son mari lui devenait étranger. La semaine dernière, il a appelé ses 2 filles à des jours différents. De longues conversations, chargées d'émotions. Il leur a dit être fier d'elles, les aimer profondément et avoir fait de son mieux en tant que père. Les filles ont trouvé cela touchant, mais aussi étrange, et ont ensuite appelé leur mère pour savoir si leur père allait bien. Elle leur a répondu qu'il était simplement stressé par son travail et que cela passerait vite. Le mercredi soir, veille de sa disparition, Paolo resta tard au bureau. Sa femme se coucha vers 11h et il était encore là. Au petit matin, elle se réveilla et réalisa qu'il était venu se coucher. Il était allongé sur le dos, le regard fixé au plafond. Encore ensommeillé, elle lui demanda si tout allait bien. Il se tourna vers elle, la serra fort dans ses bras et resta ainsi plusieurs minutes sans dire un mot. Trouvant cela étrange, elle se laissa faire, pensant qu'il avait simplement besoin d'affection. Elle ne comprit pas qu'il s'agissait d'un adieu. Ils s'endormirent tous les deux, du moins elle. Au petit matin, Paolo se leva. Sa femme perçut vaguement le bruit, mais, trop fatiguée, elle se rendormit. Elle imagina plus tard qu'il devait être 3 ou 4 heures du matin. Paolo se leva, enfila un pantalon, une chemise et des chaussures. Il ne prit pas son téléphone portable, qui chargeait dans la cuisine. Il ne prit pas son portefeuille. Il ne prit pas ses clés de voiture. Il ne prit rien. Il parcourut la maison dans l'obscurité, apprenant à connaître chaque recoin, chaque meuble, chaque porte. Il se rendit au bureau, au fond de la maison. Il verrouilla la porte de l'intérieur. Puis, par la fenêtre donnant sur un terrain vague derrière la maison, il partit. Il s'en alla simplement au petit matin, sans destination précise, sans rien emporter, sans laisser de mots, sans donner la moindre explication. Quand sa femme s'est réveillée à 7 heures du matin et a constaté son absence, après avoir fouillé toute la maison sans le trouver, lorsqu'elle a aperçu le journal intact sur le portail et son portable dans la cuisine, elle a paniqué. Désespérée, elle a appelé ses filles. Elle a appelé la police. On lui a dit qu'elle devait attendre avant de signaler sa disparition, mais lorsqu'elle a expliqué la situation, qu'il était parti sans rien emporter, que toutes ses affaires étaient à la maison, que c'était tout à fait anormal, ils ont dépêché une patrouille. La police a fouillé la maison. Ils ont trouvé la fenêtre du bureau ouverte, le seul moyen pour lui de partir sans qu'elle l'entende. Mais pourquoi serait-il parti par la fenêtre? Où aurait-il pu aller à pied, en pleine nuit, sans portable, sans portefeuille, sans rien? Dans le bureau, ils ont trouvé un amas de papiers, factures impayées, avis de recouvrement, convocation du fisc. Ils ont découvert que Paolo avait de graves problèmes financiers. Il avait détourné de l'argent de clients, était poursuivi en justice et devait d'importantes sommes qu'il ne pouvait pas rembourser. Il était sur le point d'être inculpé. C'est ce qu'il avait caché. C'est pourquoi il était si désespéré ces dernières semaines.
Sa femme était sous le choc en découvrant tout cela. Elle n'était au courant de rien. Il lui avait tout dissimulé. Si vous avez déjà constaté un silence similaire, laissez un commentaire ou abonnez-vous. La police a commencé les recherches. Les caméras de surveillance du quartier ont montré Paolo marchant seul dans des rues désertes vers 4 heures du matin, sans but précis. On l'a vu traverser plusieurs pâtés de maisons, puis entrer dans une zone non couverte par les caméras. On a perdu sa trace. Des chiens renifleurs ont été utilisés, mais ils ont perdu sa piste sur un pont enjambant une rivière à environ 2 km de la maison. La police a fouillé la rivière, mais n'a trouvé aucun corps. Ses filles sont arrivées en courant et sont restées en ville pendant des semaines pour aider aux recherches. Elles ont distribué des affiches, donné des interviews, l'ont supplié de revenir ou au moins de donner un signe de vie. Rien. Paolo a tout simplement disparu comme une fumée. Les mois passèrent. On ne le retrouva jamais. Il n'utilisa aucun document. On ne le vit nulle part. Il ne donna aucun signe de vie. Sa femme était anéantie, confrontée non seulement à sa disparition, mais aussi à la découverte que l'époux qu'elle croyait connaître menait une double vie, faite de problèmes et de crimes dont elle ignorait tout. Ses filles étaient partagées entre l'inquiétude pour leur père et la colère face à ses actes. Les clients lésés portèrent plainte. La maison dut être vendue pour rembourser une partie des dettes. La femme dut reconstruire sa vie seule, portant le poids de son absence et la honte de ses agissements. Ce jeudi-là, le journal était resté toute la journée sur le portail, jauni par le soleil. Le soir venu, sa femme finit par le ramasser et le jeter à la poubelle. C'était la première fois depuis des décennies que Paolo ne lisait pas ce journal à 6h30 du matin. Et il ne le lirait plus jamais. Cette routine apparemment immuable venait d'être brutalement et inexplicablement brisée. Paolo était quelque part, vivant, recommençant sa vie sous une nouvelle identité, ou mort quelque part où on ne l'a jamais retrouvé, nul ne le sait. Seul ce journal intact demeurait, symbole de tout ce qui s'était brisé en ce matin d'été silencieux.